Alors, l'œuvre qui atteste de l'invention de la comédie musicale, on s'accorde tous à dire que c'est en 1866 aux États-Unis, une œuvre qui s'appelle The Black Crook de Charles-Michel Barras, en fait, qui est ce qu'on appelle à cette époque-là une extravaganza, c'est-à-dire une œuvre hyper spectaculaire qu'on pourrait rapprocher un petit peu du théâtre à machine qu'on faisait en France, en Europe au XVIIe siècle. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des essais avant. Avant, on avait des choses qui s'appelaient des minstrel shows, des variety shows, en fait, ou des vaudevilles aussi, puisque ça c'était un genre typiquement américain. C'est des mélanges, en quelque sorte, de ballet, de théâtre, de passages chantés. Mais la véritable comédie musicale aux États-Unis apparaît en 1866 par en fait un propriétaire de théâtre qui avait envie que son lieu soit fréquenté, se diversifie aussi dans sa programmation, se popularise, et puis il avait besoin d'argent aussi. Donc c'est à partir de ce moment-là que la comédie musicale naît à Broadway. Donc il y a vraiment cette dimension commerciale aussi qui habite la comédie musicale dès le départ, et cette dimension aussi de théâtre privé. Il y a de grands moments aux États-Unis d'histoire de comédie musicale. Alors il faut notamment citer en 1927 Showboat, en fait, de Kern et de Hammerstein, qui est vraiment la comédie musicale sérieuse qui engage une problématique sociale sur le racisme et qui montre qu'aux États-Unis, en fait, on peut chanter et danser sur des sujets extrêmement sérieux. Vers les années 50-60, on développe avec l'esthétique du rock et des musiques populaires des choses encore plus, je dirais, parfois virulentes ou contre-culturelles ou sociales. West Side Story, par exemple. Puis on va avoir Air, Jésus-Christ Superstar. Donc tout un panorama comme ça de grands shows à l'américaine vont se mettre en place à partir des années 60 et ces grands shows à l'américaine auront une influence décisive sur le spectacle et le panorama culturel français à partir justement des années 1960. Si on considère que la comédie musicale est née aux États-Unis, la France a quand même une longue tradition de dramaturgie musicale. Depuis les pastorales héritées de l'Italie, tragédie lyrique, opéra seria, opéra comique, opérette, etc. En France, à partir des années 1920, on importe des spectacles des États-Unis et on traduit des shows à l'américaine. Et ça va durer à peu près jusque dans les années 1860, grosso modo 1870. Pour que la France invente sa propre comédie musicale, telle qu'on l'entend aujourd'hui, il faut attendre 1971, avec un spectacle, un album concept d'abord, W, de Jean-Jacques Debout. Puis on aura La Révolution française, premier opéra rock de Claude-Michel Schoenberg et Alain Boublil, Starmania évidemment, et puis toutes les grandes œuvres très industrielles dont on entend parler autour des années 2000 à partir de Notre-Dame de Paris. La France a eu toujours du mal à distinguer en fait les deux genres. Entre les années 20 par exemple et les années 50, ce qui pour les uns était opérette, Irma la Douce par exemple, pour les autres était comédie musicale. Sacha Guitry a écrit des comédies musicales que d'aucuns considèrent comme des opérettes dites légères à cette époque-là. Donc on a beaucoup de mal en fait à distinguer les deux répertoires. Moi j'y vois quand même une différence très très importante. D'abord la prégnance de musique populaire dans la comédie musicale, alors que l'opérette a plutôt une partition classique avec une vraie formation musicale dite classique. Et il y a aussi une question d'interprétation et de vocalité. L'opérette, en fait, touche à la question du lyrique. On a un style interprétatif vraiment opératique. La comédie musicale a un style d'interprétation très populaire lié à la variété, ce qu'on appelle en termes de vocalité, par exemple, le belting, c'est-à-dire une musique plutôt de coffre, une voix plutôt de coffre et de poitrine. Le public des comédies musicales hier était un public qui était déjà très aguerri à l'opérette et qui a vu ce changement se faire très naturellement en France. À partir des années 1970, on a eu un véritable changement de public parce que les œuvres ont été très jeunes, très virulentes parfois. Donc le public recherché était un public parfois contre-culturel et puis après mai 68 notamment, c'était un public visé très très jeune. Aujourd'hui, les places de comédie musicale dans les spectacles grand format tels qu'on les entend aujourd'hui sont des places qui coûtent relativement cher. Donc on pourrait qualifier notre public actuel d'un public quand même relativement bourgeois. Néanmoins, des œuvres comme Starmania, qui sont remontées actuellement à la scène musicale de Paris, recherchent à concilier tous les types de publics. Un public d'aficionados,
avec ce spectacle qui est très hommage à l'époque de création de 1979, et puis un public jeune avec la houlette de Thomas Joly qui monte des spectacles comme des opéras rock justement à coups de laser et qui vont rechercher justement un public beaucoup plus contemporain. Ce qui distingue une comédie musicale au cinéma d'un film qui utilise la musique, c'est que dans la comédie musicale, la musique n'est jamais illustrative. La musique fait avancer l'action, elle est le gage d'un état psychologique du personnage, elle renvoie à des flashbacks, elle annonce des situations, mais surtout, elle est le prolongement du corps et de la voix du personnage. Donc c'est pas parce qu'un personnage dans un film va se mettre à chanter à un moment donné qu'il va pour autant utiliser un langage édulcoré tel que le langage musical. Il faut vraiment, pour avoir comédie musicale, que le corps se mette à bouger. Singing in the Rain, par exemple, la fameuse chanson I'm Singing in the Rain, c'est parce qu'à un moment donné, le personnage part dans ses pensées et son corps bouge dans la dynamique de sa pensée et il chante pour ce faire. Enfin, il interprète en fait sa pensée et son rêve de cette manière-là. Il faut que la chanson fasse numéro aussi. C'est le cas par exemple des Demoiselles de Rochefort. Dans les Demoiselles de Rochefort, les forains arrivant en ville jouent un numéro musical parce que c'est aussi leur métier. Donc pour avoir une comédie musicale, il faut que la chanson elle soit dramatique. C'est très clair à ce niveau-là et non pas illustrative. Alors, c'est surtout que la comédie musicale, en fait, c'est une sorte de genre mère qui intègre ce qu'on appelle la fresque musicale, le spectacle musical, le conte musical pour enfants et l'opéra rock. L'opéra rock naît aux États-Unis à la fin des années 60. Le plus grand, celui qu'on considère comme étant l'apanage du genre, c'est Tommy de The Who, mais il y a eu quelques expériences au préalable. Un opéra rock, en fait, c'est une dramaturgie intégralement chantée. Il n'y a aucun intermède parlé, contrairement à la comédie musicale qui est dramatique avec des intermèdes joués, dialogués, en quelque sorte. Pas dans l'opéra rock. Et l'opéra rock, en fait, est aussi, comme son nom l'indique, rock. C'est-à-dire que dans ses débuts, il s'agissait effectivement de cette musique populaire qui bouge, hein, cette musique actuelle. Michel Berger, quand il va écrire Starmania, il considère que rock, c'est un qualificatif pour parler de toute musique moderne, toute musique jeune qui bouge en tant que telle. Et plus particulièrement dans Starmania, le qualificatif rock correspond aussi à l'esthétique de la plume de Plamondon, c'est-à-dire une plume naturaliste, une plume extrêmement jeune et virulente. Voilà, ça c'est la définition de l'opéra rock un petit peu à la française. L'opéra rock à la française a aussi quelque chose de très particulier en termes interprétatifs et en termes d'esthétique, c'est qu'il se joue à l'instar d'un concert. C'est-à-dire que finalement, on a une interprétation des actants en scène, exactement comme si on était à un concert de Mylène Farmer. Ou, voilà. La dernière version de Starmania, mise en scène par Thomas Joly, par exemple, le prouve totalement. Les chanteurs, les performeurs ont un micro à la main et souvent, les ballets se font derrière les interprètes. Moi, j'appelle l'opéra rock à la française, j'appelle ça un concert dramatique. Hein. C'est vraiment la définition que je donne et qui est un petit peu typique de notre comédie musicale à la française. Quand j'ai organisé le colloque Starmania, je venais tout juste de soutenir ma thèse sur la comédie musicale et il a été annoncé dans la presse que Thomas Joly allait mettre en scène la 4e version française de Starmania. Pour moi, l'occasion était trop belle à Angers pour faire en fait un rendez-vous universitaire pluridisciplinaire afin de célébrer ce type de spectacle à la française. Je parle de spectacle fondateur parce que, pour moi, Michel Berger et Luc Plamondon ont inventé un système de production, c'est-à-dire vente d'un album concept avant le spectacle, représentation sur scène ensuite, et surtout parce que l'auteur et le compositeur ont théorisé en fait le spectacle. La comédie musicale à la française, l'opéra rock à la française, le concert dramatique si on veut, c'est un spectacle qui s'inspire de scénarios de cinéma, ce n'est pas une suite de sketchs, c'est un spectacle de jeunes pour les jeunes, et puis c'est un spectacle aussi qui s'oriente vers l'avenir en quelque sorte. C'est un spectacle qui se veut anticipateur, si je puis dire, ou en tout cas ultra contemporain. Donc en cela, pour moi, Starmania était un spectacle fondateur et j'ai voulu rendre hommage à ce type de spectacle en créant cet événement universitaire. Un événement universitaire qui a réuni 3 types de personnalités, des chercheurs, toutes disciplines confondues, des journalistes, puisque Starmania est un spectacle médiatique ou plurimédial, et des artistes de la version 1979 jusqu'à la 3e version qui s'est achevée en 2001.
La comédie musicale est faite de clichés par nature. Elle est fille de l'opéra, elle est fille de l'opérette. Et qu'est-ce que c'est qu'un cliché? Un cliché, en fait, c'est un motif qui a été repris, qui a été sérié, qui a été industrialisé. Donc, provenant d'un art dramatique et musical ancestral, je dirais, il est obligatoire que la comédie musicale témoigne en fait de formes qui se sont solidifiées, hein, comme dirait Barthes. D'autant plus que la comédie musicale, en tant que genre pluriel, théâtre, chant, danse, nécessite une certaine forme de lisibilité dans son intrigue, dans les stéréotypes de personnages. Donc on est obligé en fait de dépeindre à gros traits parfois des situations et des personnages. Ne pas oublier non plus qu'une comédie musicale, répondant à l'exigence d'un album qu'on vend avant la production scénique, elle est extrêmement condensée sur le plan temporel. C'est 2h15 de spectacle. Donc il faut que les situations aillent vite. On n'a pas forcément une psychologie de personnage très développée, d'où l'usage du cliché. En revanche, il ne faut pas confondre cliché et mièvrerie, sentimentalité, voilà. Le cliché, en fait, est un élément nécessaire de lisibilité. Il y a certes du kitsch dans la comédie musicale, mais la comédie musicale est faite pour plaire, elle est faite pour divertir, elle est édulcorée. Moi, je parle de sucralisation des sentiments. Donc, ce kitsch-là a une certaine forme de nécessité, c'est son esthétique hein, à la comédie musicale. Donc, on peut la décrier comme étant un genre mineur, mais n'oublions pas, en fait, que les clichés qu'elle arbore ont une certaine nécessité, je dirais, et dans son esthétique et dans sa poétique. Alors, par exemple, on a ce cliché de l'amour qui dure toujours, ou des héros hétéronormés qui vivront éternellement heureux. En fait, ce cliché très doucereux, pour moi, il est extrêmement important. Et comme le disait Jacques Demy, d'ailleurs, la légèreté n'est jamais à prendre à la légère dans la comédie musicale. Je prends un tout petit exemple, Aimé de Roméo et Juliette, qui a été le tube de la comédie musicale Roméo et Juliette. On ne peut pas dire qu'en termes de paroles, ce soit extrêmement inventif, mais il faut recaler la chanson dans l'économie en fait, du spectacle. C'est une chanson qui arrive à la fin de l'acte 1 et qui contrebalance en fait la haine de Vérone, une haine qui est la doxa de la ville de Vérone, et dans laquelle les deux amants ne peuvent s'extirper qu'en exprimant avec force lyrisme la fusion de leur amour et le pouvoir en fait très édulcoré de leurs sentiments. Donc il y a quelque chose d'extrêmement dramatique en fait dans le cliché, et il y a quelque chose qui cache aussi une sorte de société parfois aseptisée, une société de laquelle on a toujours envie de s'extirper. J'ai tendance à dire que les personnages de comédie musicale sont des héros de moyenne grandeur, sont des champions d'une humanité simpliste en quelque sorte. Il y a une présence du politique dans les comédies musicales parce que, à l'instar de toute œuvre d'art, la comédie musicale est complètement empreinte de son époque de création. Je prendrai quelques petits exemples. Quand Notre-Dame de Paris a été écrit par Richard Cochiante et Luc Plamondon, on était en pleine occupation de l'église Saint-Bernard par les sans-papiers. Ça a donné lieu en fait à une chanson. Clopin Trouillefou est devenu en fait le chef des sans-papiers à cette époque-là. R est une comédie musicale qui est vraiment engagée contre la guerre du Vietnam. Starmania est une comédie musicale qui rend compte des problèmes des banlieues dans les années 70, des questions de genre, mais également des questions liées à l'écologie, à l'éco-anxiété, qui étaient déjà en vogue dans les années 70. Donc on ne peut pas distinguer en fait l'œuvre de son époque de création, à l'instar de toute œuvre dite académique ou dite savante. Il y a des vases communicants entre la culture gay et la comédie musicale. D'abord, la culture gay s'est complètement réappropriée l'esthétique de la comédie musicale de par le côté doucereux, parfois des sentiments, le côté édulcoré, comme je disais tout à l'heure, je parlais de sucralisation des sentiments. Voilà, la culture gay s'est complètement réappropriée ça. Mais il faut savoir aussi que la comédie musicale donne toujours la voix aux minorités, quelles qu'elles soient, donne toujours la voix à ce qu'il y a de plus humain en chacun de nous, dans la complexité, etc. Donc de nombreuses comédies musicales ont travaillé sur des personnages gays, queer, voilà, Victor und Victoria par exemple, Hairspray, Cabaret des hommes perdus, Starmania, voilà, les comédies musicales donnent la parole à ces minorités
en cherchant à les populariser, en cherchant à leur donner une place en quelque sorte. Donc voilà, des vases communicants entre les deux cultures. Et puis il ne faut pas oublier une chose, c'est que la comédie musicale est faite pour plaire et que dans les queer studies, la culture gay est toujours une culture festive, une culture carnavalesque. Et à chaque fois qu'on a une figure transidentitaire, une figure gay, une figure queer dans la comédie musicale, il y a toujours en fait l'œuvre d'art qui est au miroir d'elle-même, avec cette esthétique du masque, cette esthétique du travestissement qui est métaspectaculaire. Les études sur la chanson datent d'il y a à peu près 30 ans, mais elles ont eu beaucoup de mal à se faire une place à l'université. Les réseaux sont en train de se constituer actuellement et il est vrai que peu de personnes, à part ce réseau finalement un petit peu fermé de sociologues, d'économistes du spectacle, quelques littéraires, des musicologues bien sûr, peu de personnes envisagent un travail notamment sur la chanson de comédie musicale. Il y a beaucoup de collectionneurs et de collecteurs et de synthétiseurs, si je puis dire, de l'histoire de la comédie musicale, mais des gens qui cherchent à approfondir le sujet et à le travailler, j'en ai pas véritablement rencontré en tant que tel. Je peux même dire, toute proportion gardée, que je suis le premier avec ma thèse à avoir lancé ce travail-là. La difficulté de la chanson de comédie musicale aussi, c'est de ne pas s'attacher uniquement qu'au texte ou à la voix ou à la musique ou à la performance dansée, c'est d'essayer d'avoir en fait une connaissance globale. Mon expérience personnelle, j'ai travaillé pendant 20 ans avec une compagnie de comédie musicale, mon expérience personnelle me permet de toucher un petit peu ces différents domaines. Alors tout reste à faire effectivement, et un des grands projets que je suis en train de mettre en place, un projet qui est interuniversitaire, c'est un projet de conservation, de patrimonialisation et d'industrialisation des archives du spectacle musical populaire contemporain depuis 1970. On dénombre plus de 1000 œuvres en France depuis 1970, donc nous on a envie de conserver et de les promouvoir pour pouvoir développer nos recherches dessus.